Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit là. Adjet, espace déclic. Alors, je dirais Adjet, c'est un homme dont on ne sait presque rien, qui a fait des milliers de photographies, de villes notamment, pour des raisons documentaires. Et la question du jour, puisqu'on en est au chapitre 13 de cette histoire de la photo, c'est, ah oui, pendant que vous y êtes, ceux qui nous regardent de loin, ça c'est la bibliographie, c'est-à-dire les livres dont je vais parler. Il faut faire une petite capture d'écran. Pouf. Ici, le musée de la photo de Bièvre, qui a beaucoup de choses à regarder en ligne. Je vais m'appuyer beaucoup sur ce livre de Rosalind Krauss, Adjet dans la révolution surréaliste, c'est bien ça l'enjeu. Et puis un livre sur la ville, en fait, puisque c'est aussi l'enjeu du jour lié à l'exposition qui est derrière moi, c'est-à-dire prendre en photo la ville, pourquoi faire? Pouf. Résumons-nous, pour ceux qui sont là, nous allons parler d'Adjet. Et la première partie, c'est plutôt pour ceux qui ne connaissent pas, et la deuxième partie, c'est pour aller plus loin, pour réfléchir à qu'est-ce que ça signifie faire de la photo documentaire, c'est-à-dire des photos de rien du tout, qui quelquefois montrent des rues vides, avec pas de sujet en fait. Donc, qu'est-ce qui fait que ce Adjet va devenir le premier photographe? C'est pas moi qui le dis, c'est une plaque sur la rue de Paris moderne. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire qu'il devienne moderne? Pourquoi c'est lui? Si vous vous endormez en passant, je vous résume tout de suite, c'est parce qu'il travaille en série et puis parce c'est l'assemblage de toutes ces séries qui va créer un sens intéressant. C'est pas seulement l'œuvre elle-même, si on peut dire moderne en deux phrases, mais on ira plus loin avec ce livre savant de Marseille de Rosalind Krauss qui va essayer de réfléchir à qu'est-ce que c'est que le photographique, c'est-à-dire pourquoi c'est pas seulement de faire des photos qui va donner un intérêt à ce que fait Adjet. On retrouve des images de lui sur ce site du musée de la photo et Adjet a été exposé à Étampes. Et là, les Étampois qui sont dans la salle avec moi, je les allèche en leur montrant que dans la collection du MoMA, c'est-à-dire du New York, nous avons la Caisse d'épargne, qui est la maison Diane de Poitiers de 1907. On les voit ici, on voit ici, et encore mieux, en 2007, le musée d'Étampes avait exposé ces images d'Adjet, qui sont des plaques qu'il a faites en voulant documenter tout Paris et plus loin. On va essayer de comprendre pourquoi. Donc la première partie, c'est de découvrir ce qu'il a voulu faire et l'originalité de ce travail-là, mais la deuxième partie, c'est de comprendre en quoi ça serait moderne. Alors ce qui va vite à résumer, parce que j'ai qu'une heure, c'est lui. On n'a quasiment rien sur lui, c'est-à-dire un petit texte de Walter Benjamin, qui est le premier théoricien de la photo. Vous arrivez à lire ça? Je zoome un peu. Il était comédien, il a essayé d'en vivre un peu, et puis ça n'a pas marché. Il s'est mis à faire un peu de peinture, dont on a une trace au musée Carnavalet, qui est de la peinture, voilà, si ni plus ni moins que de la peinture. Et il a joué un peu dans du théâtre amateur, il a été formateur de théâtre amateur, et puis il s'est mis à devenir photographe. Mais photographe systématique, c'est-à-dire des plaques de verre qui montrent des images à destination des artistes dessinateurs ou peintres, c'est-à-dire c'est pas de la photo pour faire de l'art, c'est pas du tout le moment, et on va voir en quoi ça le devient, mais presque par hasard. C'est de la photo pour servir. Il y a des petits au dos, il y a un inventaire qui va avoir beaucoup d'importance, c'est-à-dire il va ranger par famille ses photos. C'est vraiment utilitaire en fait. Il a un appareil photo de ce type-là et c'est pour ça qu'il peut faire des vues du parc de Saint-Cloud ou des petites vues du Pont-Marie à Paris. Tout ça est fait des intérieurs de maisons, voilà, des rues, voilà, avec des gens sans personne. Et puis de ce qui est très connu de lui aussi, ce sont des séries de personnages un peu typiques de Paris, qui sont les petits métiers de Paris avant qu'ils ne disparaissent, qu'on retrouve sur les devantures, voilà, à l'homme armé. Il y a parfois des gens dedans, assez souvent il n'y en a pas. Voilà, tout est fait pour être un principe de documentaire en fait, c'est-à-dire on peut avoir des vitrines avec des reflets, des petits... la cour du docteur Dragon à Paris.
C'est pas de la photo faite pour être de la belle photo, même si on a ce regard-là, nous. C'est de la photo pour être documentaire. Je trouve que l'équivalent le plus simple pour comprendre, c'est si on devait aujourd'hui faire de la BD, on aurait besoin de décors, on aurait besoin d'infos, c'est-à-dire comment que c'est au Mexique si mon album se passe au Mexique, comment c'est un chanteur de rue quand je dois le dessiner. Voilà, on a besoin de documents que les peintres vont acheter à Adjet, qui est là pour ça. Euh, Ça va entraîner un truc très drôle, c'est que ce qui fait pour aller vite, pourquoi est-ce qu'il n'est pas artiste? Parce qu'il fait juste des documents qui servent à ça et qui sont vendus. Il va côtoyer des peintres qui ne considèrent pas ce qu'il fait comme de l'art et lui-même ne se considère pas comme faisant de l'art. Et puis la question que va soulever Rosalind Krauss plus tard dans la conférence, c'est que il a tellement pas l'idée d'être artiste que quand les surréalistes vont exposer, parce qu'ils vont admirer son travail un an avant qu'il meure, ils vont lui acheter des œuvres, il va pas vouloir être nommé comme auteur, il va vouloir rester anonyme parce que c'est pas son problème. Et alors, si le créateur ne veut pas être auteur et signé, c'est déjà un problème, on va pas le forcer, mais peut-être qu'il fait de l'art sans le savoir, le gars. Mais en plus, on a un deuxième problème qui est très drôle et qui fait que j'ai mis cette petite image avec ça, c'est que on a une œuvre qui est plus qu'une œuvre puisqu'il y a plus de 10 000 images. C'est pas 2000, c'est 10 000, c'est-à-dire une quantité astronomique. Et c'est ça que Rosalind Krauss va creuser dans la deuxième partie de ce que je voudrais vous montrer, c'est comment quelqu'un qui ne se considère pas comme auteur peut être regardé comme artiste. Voilà, est-ce que il n'y a plus d'auteur, il ne signe pas. Il n'y a pas d'œuvre parce qu'elle est immense. Et en plus, une œuvre, c'est comme une carrière professionnelle. Vous avez un début, un milieu, une fin, vous vous améliorez. Vous allez dans telle direction, vous changez de boîte, vous décidez de, vous arrêtez. On suppose dans l'histoire de l'art qu'on pourrait trouver dans l'œuvre en général, quand c'est l'ensemble du travail, on appelle ça un œuvre, il y aurait une sorte d'intention et on comprendrait ce que le mec a voulu faire, qu'il est raté ou qu'il n'est pas raté. Voilà, Picasso a voulu aller vers d'autres domaines. Donc on a tendance à plaquer sur Adjet ça, parce que comme il n'est pas artiste-auteur, l'œuvre ne marche pas non plus parce qu'il y a plus de 10 000 qui sont rangés par famille, en fait, par petites cases, du genre les vues pittoresques, les petits métiers. Et encore plus sympa sur l'enquête qu'on pourrait mener sur l'œuvre d'Adjet, c'est qu'il va retourner sur des lieux où il a été des années avant pour refaire d'autres photos du même truc exactement. C'est-à-dire, c'est pas du tout esthétique, genre la lumière, elle est belle, elle est pas belle, c'est pas son problème, il fait un inventaire. Comme une espèce de machine. Et si j'y allais un peu fort, c'est comme si on faisait, à partir d'une caméra de vidéosurveillance, qu'on faisait capture d'écran, est-ce que ça serait une œuvre? Ben non, c'est pas du tout une œuvre parce qu'il n'y a pas une sorte d'intention. Ce qui fait que le monsieur Adjet, il nous pose problème parce qu'à la fois, on n'a rien sur sa vie, il a été marié, il a fait ces images-là qu'il a vendues régulièrement. On a 2 témoignages et une lettre de lui, c'est tout ce qu'on a. Il venait de Libourne, il arrive à Paris. Il est comédien amateur, ça marche pas. Et puis pour finir, le portrait du gars qui est complètement en marge, c'est un petit texte de Guillaume Le Gall parce qu'il y a eu une expo à la BNF. C'est à la bibliothèque qu'on a fait ça, c'est pas encore tout à fait dans les lieux d'art. En plus, sa technique, elle est archaïque, c'est-à-dire ce que dit le petit texte. Je ne m'y connais pas directement en chambre noire de bois format 18-24, mais ce qui est écrit en dessous, c'est que dans les années 1900, il était tout à fait envisageable d'acquérir un matériel plus sophistiqué, léger et maniable. C'est-à-dire, il a un appareil photo ancien. En choisissant qu'il soit ancien, alors peut-être qu'il n'a pas les moyens, peut-être qu'il ne s'y connaît pas techniquement, donc on n'a pas ses intentions, mais ce que ça a un impact qui est assez drôle, ça c'est le beffroi de La Rochelle. On a des images qu'on retrouve encore dans la photo de 1980, la photo allemande fait beaucoup ça, quand le ciel est tout blanc pour qu'il n'y ait pas de nuages ou de soleil ou d'ombre qui gênent, pour que ce soit le plus lisible possible, presque neutre en fait. Et le ciel est tout blanc sur cette image-là, ça fait que les choses se découpent bien. Donc les angles de vue, ils sont même pas artistiques, ils sont quelquefois frontal face, quelquefois ils sont un peu en biais, pour que ce soit le plus lisible possible. Voilà, le choix de prendre du matériel ancien, le matériel est plus lourd, les temps de pause sont plus longs, il faut un pied, ce qui fait que il faut se poser, il faut regarder l'angle. Si on va vite pour plaisanter, parce que c'est pas une plaisanterie, mais il travaille à la pépère, le gars, mais il faut quand même faire une œuvre entière, enfin une œuvre, c'est pas une œuvre, un inventaire systématique de 10 000 photos en une vie, ce qui fait qu'il lui est impossible de faire des instantanés. C'est-à-dire, il pourrait prendre des photos à la volée, et non. Mais c'est cet inventaire systématique qui va donner quelque chose de moderne, en fait. Ça, c'est la fin de l'histoire. C'est pour ceux qui s'endormiraient un chouïa pour maintenir leur attention.
Les négatifs, il les place à l'arrière, ils sont en verre, ils sont lourds, fragiles, et malgré ça, il obtient des photos extraordinaires. Dont on voit, c'est la première piste pour regarder, vous voyez, mettez-vous en tête, il faut que ça soit le plus documentaire possible. C'est mon exemple de dessinateur de BD, je trouve que c'est parlant en fait. Voilà, on peut mettre, je dis n'importe quoi, Tintin qui serait ici, il sort, j'ai besoin de fond autour. Et ce qui est habile dans ce que fait Adjet là, c'est qu'on. Alors, ça aussi, c'est un élément moderne. Il y a de l'écriture beaucoup. C'est-à-dire, il y a toute la publicité parce que Adjet va avec la ville qui se développe et qui, entre 1860, 80, 1900, voilà, la ville, Londres, Paris se développe énormément. On va voir des photos de la ville très ancienne. On a les panneaux explicatifs, on a les réverbères, on a la rue qui est un peu sur le côté, et puis on a un petit trou qui fait qu'on voit au loin et qu'on voit dans le flou encore au loin. C'est-à-dire que c'est pas artistique, mais pour la lisibilité, il trouve un angle qui est quand même assez bien placé pour que l'information soit au maximum. Ce que finit de dire Le Gall, toujours dans ce petit article de la BNF, négatif de verre, Adjet réalise des tirages sur du papier albuminé, il obtient des épreuves par contact direct, il a des châssis, il fait la technique, il le fait lui-même. Une fois l'exposition terminée, il révèle des épreuves, il tire à l'or, et puis plus tard dans sa vie, il utilise des papiers salés à l'amidon, qui fait que c'est un peu chaud comme couleur. C'est un peu une teinture qui donne, pour notre regard d'aujourd'hui, quelque chose d'un peu contemporain. C'est un vrai métier de tirer, vous allez voir tout à l'heure pourquoi, parce qu'entre un tirage un peu clair, un peu foncé, ça change complètement le métier. Résultat des courses, on a un artiste qui n'en est pas un, qui nous fait un inventaire de plus de 10 000 photos sur toute sa vie, dont on ne sait rien, et dont la postérité va trouver des vertus. Il y a 3 vertus les plus simples pour la première demi-heure. Après, ceux qui veulent s'endormir, ils pourront s'en aller. La première vertu qui est la plus connue, et comme elle est connue, vous pourrez chercher par vous-même, c'est que Adjet prend des photos de Paris qui a disparu. C'est-à-dire qu'ici, on est rue Berton, mais là, on est à Montmartre. Et donc, voilà, ça paraît ça a un peu changé. J'ai pas regardé, je peux pas vous dire. Mais parce que vous allez voir, il y en a vraiment beaucoup. Mais on peut chercher ensemble après si vous voulez. Voilà, la ville s'est transformée. J'ai mis d'abord toute la ville campagne, en fait, entre guillemets, toute la ville ancienne. Là, on est porte de Montreuil. Voilà, c'est quand même un peu beaucoup changé. C'est une ville qu'on ignore. Alors, c'est la bonne et la mauvaise raison de regarder Adjet, c'est que c'est un Paris nostalgique, en fait. C'est-à-dire un Paris de c'était mieux avant. Alors, c'était mieux avant, c'est un peu. Là, on est porte de Choisy. Je suis sur plein de pages Facebook, l'Île-de-France autrefois, il y a des tas de gens qui disent c'était mieux avant. Voilà, ça c'était mieux avant. Enfin, en un sens, je vais faire de l'ironie politique. Enfin, c'est à nouveau comme ça, il y a des gens qui habitent dedans quand même. Donc là, on est porte de Montreuil, donc c'est super mieux avant. Ce que fait Adjet, qui était très inattendu, d'autres photographes de rue vont le faire, c'est que par exemple, ils vont aller vers des habitations de Romanichel, des gens qui ne sont pas pris en photo, dont on va avoir des images. En fait, c'est aussi là où je l'ai déjà raconté que la photo, c'est politique, montrer des gens qui sont pas visibles. Là, on est porte d'Ivry. Ce qui est intéressant à signaler, voyez, si on regarde la façon dont c'est fait, le parallélépipède que forme la maison, si je peux appeler ça comme ça, vous voyez, il le met sur la pointe. S'il était de face par là ou s'il était de côté par là, on verra un rectangle. Il se met assez souvent sur la pointe du bâtiment pour qu'on comprenne un peu l'espace, en fait, qu'on ait au moins 2 côtés à l'objet. Et sur ces choses-là, il ne va jamais être en plein face avec un truc symétrique et au milieu de la rue. Il se déporte un petit peu sur le côté. Ici, on est porte d'Ivry. Et ici, on est porte d'Asnières avec des chiffonniers. On est en 1913. Donc, il y a des choses qui datent de 1890, 1913. Donc, la première chose qui rend Adjet connu, c'est qu'il montre une ville qui a totalement disparu. Alors, la nostalgie fait qu'il y a plein de livres sur Adjet, sur les petits métiers, joueurs d'orgue, vendeurs de nougat. Ça nous manque, ça, un peu. Hein. On aurait des vendeurs de nougat comme ça, sur les plages, ça pourrait. Petits marchands. C'est aussi comme ça, deuxième version, c'est pas que je sois contre les nostalgiques, mais il faut qu'on gère notre nostalgie, les enfants.
C'est comme ça qu'on voit des petits ramoneurs savoyards, c'est-à-dire des enfants de 6-10 ans qui rentrent dans les cheminées et qui meurent avant 40 ans. C'était super mieux avant. Voilà, des prostituées et des petits vendeurs commissionnaires. Voilà. S'il y a des gens des impôts qui m'écoutent, on pourrait avoir des gens dans la rue comme ça avec une petite boîte. Ils viendraient dépanner tout le monde. Et puis, non, pas récolter l'argent, ça serait trop dangereux, mais donner des infos sur ma feuille de paye dont je ne comprends rien. Ce qui fait qu'on a beaucoup de livres qui n'est pas l'angle qui m'intéresse, parce que ça, vous pourrez le creuser, où on a Paris d'avant, voilà, le Paris campagne, le Paris des petits métiers, qui fait qu'on est à fond dans une nostalgie qui n'est pas celle de Hadjet, même si il va le dire dans la seule lettre qu'on a, qu'il a capturé le vieux Paris qui est en train de disparaître, puisqu'il comprend aussi qu'au travers de cette enquête, il est, voilà, je trouvais ça assez fascinant. Il y a tout un tas de gens qui aiment bien faire ça, 1903-2002. Comment que c'était avant, voilà, le avant-après, qui fait que c'est toujours difficile de. Vous avez même des petites applications sur téléphone. Maintenant, tu regardes la rue et puis tu montres que c'était pas pareil avant. Il n'y avait pas de bagnole. C'était avant-après. C'était très sympa. Je suis pas nostalgique comme ça parce qu'en fait, il me semble que c'est pas. On peut pas comparer deux choses qui sont pas comparables en fait. Il y a des avantages et des inconvénients. Il y a moins de bagnoles quand même. Mais il y a moins de durée de vie. Ça fait un partout, allez, ça suffira comme comparaison. On a donc Bérénice Abbott, qui est une femme photographe américaine, qui sera une des copines de Man Ray à la fin de la vie de Hadjet. Je l'ai dit, ce sont les surréalistes qui vont découvrir ces images. Je vais y venir, mais j'amorce ça parce que Bérénice Abbott, elle va rencontrer Hadjet. Je vais vous raconter une histoire extraordinaire, mais elle va faire la même chose à New York, en fait. Elle est à droite dans cette expo-là. À gauche, ce sont des photos de Hadjet. Et dans ce livre, c'est le vieux Paris et les changements de New York, c'est-à-dire la fascination pour la ville qui se transforme. La ville est un super sujet, en fait. La ville est toujours en mouvement. Et puis dans cette société industrielle, qui est le sujet du livre qui m'intéresse d'écrire, de 1800 à 1900, on va dire, il y a une accélération des moyens de construction, une démographie énorme qui fait qu'il faut construire. C'est un immeuble d'appartements, ça? À droite? Oui, oui, oui. Non, je pense que ce sont des grands bureaux, on dirait le Chrysler, mais je ne suis pas sûr que ce soit lui. J'en parlerai bientôt, revenez, parce que ça pourrait être... revenez parce que c'est le sujet du mois prochain, cette transformation de la ville, et la ville comme géométrie, en fait, la ville moderne américaine, si elle va avec la naissance, avec le développement de la photo, parce que là, on est en 1910 et la photo est née en 1839, donc elle est plus nouvelle. Mais la transformation de la ville est un bon sujet pour la photo puisqu'elle peut fixer des choses qui avancent. Ce qui m'intéresse chez Hadjet, c'est que cette transformation de la ville, elle n'est pas que nostalgique, elle est une façon donc d'intégrer, ne serait-ce que de la publicité, ce qui est quelque chose qui n'est pas du tout de la campagne ancienne. On n'est pas à la campagne, en fait, on est à la ville. Des éléments qui disparaissent dans la ville. Vous savez, on détruit des bâtiments, ils sont à pic comme ça, où on les construit avant de venir apposer un autre, et donc on a une espèce de géométrie en fait qui se dessine dans la ville, qu'il n'y a pas du tout dans la campagne. Donc c'est une sorte de vocabulaire visuel. Quand on regarde la ligne de crête par rapport au ciel, là, c'est toute une géométrie qui est très sympa, que j'aime beaucoup, mais qui, vous voyez, c'est un objectif. On est un peu en dessous d'ici et un peu au-dessus d'ici. Donc, il a trouvé des points de vue pour se positionner de façon la plus lisible possible. Mais vous devinez qu'il n'a pas fait que du lisible, en fait. Il a fait quelque chose qui a l'air plus construit. Par contre, on va y venir avec Rosalind Krauss aussi, c'est qu'elle va se poser la question, dans 10 000 photos, il y en a des ratés. Et des ratés du point de vue quoi, en fait? Si c'est du point de vue document, c'est-à-dire document pour artiste à dessiner, il peut y avoir une maison, un arbre, un chien. Ça n'a aucun intérêt artistique, aucun intérêt de témoignage, mais ça a un intérêt pour quelqu'un qui fait cet inventaire. Ça, c'en est un bon exemple. C'est le développement des petites places. On est à Place du Tertre. Il nous manque encore des gens qui soient en train de peindre dessus. Quel est le sujet de la photo? C'est pas évident, en fait. Si on prend ça, vous devinez ce que j'essaye de faire comprendre. C'est-à-dire, c'est une photo de documentaire. Donc, on peut très bien, je reste sur mon Tintin, dessiner Tintin en premier plan, on s'en est servi comme fond.
pour redire ce qui va arriver tout de suite, c'est que les surréalistes vont trouver que des photos certaines ont une ambiance un peu extraordinaire, un peu mystérieuse, vous allez comprendre, ce qui fait beaucoup de photos de vitrine en fait. Les nostalgiques trouvent que ça montre une ville qui disparaît. Les modernistes trouvent que c'est la ville en train de se transformer. Et puis les amateurs de photos allemandes des années 1920 qui aiment la géométrie vont trouver dans certains clichés de Hadjet quelque chose d'extraordinaire dans le ciel blanc, la géométrie. Je vais vous le montrer tout de suite. Mais ici, quand on regarde de près, parce qu'une fois qu'on s'est dit, OK, c'est mignon, le mobilier urbain qui est en train de se développer, les petites typos, les réverbères, les protèges arbres, oui, mais on ne voit pas grand-chose. L'arbre, le décalage par rapport à l'ensemble, c'est pas foufou. C'est-à-dire, on a du mal à savoir quelle est l'intention de l'image. Mais on voit aussi que on est en train de passer de ce Paris campagnard à un Paris qui est très, très organisé et structuré. Là, on est porte d'Arcueil. Et là, on est porte d'Italie. C'est quand même. Pour rappel, le quartier chinois d'Italie n'est pas très vieux, en fait. Hein. Il a été modifié assez facilement. Non, la Bièvre, elle arrive juste après, vous avez raison. C'est ma transition essonnienne, parce que Hadjet est venu en suivant le train. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé à Étampes. Là, on est à Stein, apparemment. Là, on est à Pont-Marie. Et ce qui m'intéresse de montrer là, c'est comment, dans ce Paris moderne, celui qui se transforme, le musée Carnavalet, on a une espèce de graphisme, en fait, de simplification, plus de lignes droites, plus de jeu avec l'écriture, qui fait qu'on bascule tout doucement d'une photo qui est passéiste. On ne peut pas dire que Hadjet n'est que passéiste. On découvre la maladie des oreilles et du larynx. On découvre des choses qui ont disparu. En effet, ça nous touche parce que vous pouvez peut-être l'avoir vu dans des photos de votre grand-mère ou vous l'avez vu vous-même si vous êtes grands-parents. Mais le Paris vite comme ça, avec à des heures où il n'y a pas grand monde, les contrastes assez blancs et noirs qui sont forts font qu'il y a quelque chose qui est un peu moderne. Alors, ce qui est moderne, c'est pas seulement la ville qui se transforme, c'est trois choses. Il a vécu à Paris de 98 à 1927. La première chose, c'est qu'il fait des séries. Si on va vite, si on va très vite, j'en ai déjà parlé beaucoup en parlant de Monet, c'est-à-dire Monet fait Impression Soleil Levant 1872, et dans les années 1880-82, il se met à faire des séries de cathédrales de Rouen ou des séries de peupliers, c'est-à-dire un tableau ne vaut pas pour lui-même, il fait un peuplier, un deuxième peuplier, un troisième peuplier. Il fait des meules de foin, ce qui n'a pas grand intérêt visuellement. L'intérêt pour le spectateur devient à la fois de regarder la série, c'est-à-dire comment les images vont entre elles. La meule de foin en elle-même n'est pas terrible, mais quand on voit qu'il y en a 3-4, on a envie de les voir ensemble. Ce qui fait qu'on bascule d'un intérêt pour une œuvre à un intérêt pour plusieurs choses entre elles. Voilà. Comme Hadjet travaille en série puisqu'il fait des familles, voilà, il a une organisation avec des sous-séries. Alors, il y a une légende pendant longtemps, c'est-à-dire il met des cotes sur ses photos. En fait, pendant très longtemps, on n'a pas su ce que voulaient dire les cotes parce qu'on ne comprenait pas la logique de ce qu'il faisait. Et alors, c'est Hambourg qui l'a trouvé. C'est un classement qu'il a choisi. Par exemple, on a référence numéro 2, Saint-Cloud, ou Vieux Paris, référence numéro 8. Débrouille-toi avec ça. Il n'y a pas du tout l'idée d'une sorte d'intention artistique, c'est un rangement systématique. Voilà. Elles sont classées selon des numéros gravés sur les négatifs, parfois inscrits au dos des épreuves. Les séries regroupent, alors c'est les familles, on va dire, art dans le vieux Paris, art dans les environs, paysages et documents, Paris pittoresque. Et c'est assez rigolo, ça va nous rappeler notre jeunesse, la zone. C'est-à-dire l'intermédiaire qui est la sortie de Paris, ce qui deviendra le périph' en fait. C'est-à-dire le tampon entre la banlieue et la ville de Paris. Il va à Saint-Cloud, à Sceaux, aux Tuileries, à Versailles. Il fait des choses qui sont des villes plus chics et d'autres plus passe-partout, on va dire. À l'intérieur de cette distribution, il fait des albums avec l'idée de les éditer et d'en faire une sorte d'inventaire. Donc la cohérence, elle est thématique en fait. C'est-à-dire les albums, c'est Paris pittoresque ou Vieux Paris ou Versailles. Peu importe qu'il y ait dessus des arbres, des chiens, des petites maisons cassées, c'est pas son problème. C'est pas rangé par sujet, vraiment. C'est rangé par famille.
Voilà, il n'y a pas de date ou de lieu, ce n'est pas une sorte de système de progression. Ce système, parfois un peu complexe, permet de comprendre la manière dont Adjet envisageait son travail comme un projet global. C'est-à-dire, il ne fait pas une œuvre, il fait une sorte d'inventaire complet sans fin. On le voit, cette notion de série, quand on voit les photos d'intérieur qu'il fait. Toujours un système documentaire qui est très beau en plus. Je crois que ce n'est pas que la nostalgie qui fait regarder ces images-là. Il est assez malin parce qu'il vend ces images à la Bibliothèque nationale. Il ne les vend pas qu'à des artistes, il les vend à des institutions. C'est assez malin parce que quelquefois, les vues d'intérieur, c'est chez lui. Ça fait moins loin pour aller. Plutôt. Exemplaire unique. Alors, comme il fait les tirages, il peut multiplier après ces plaques de verre à première vue. Voilà, donc, on a des séries d'intérieur, on va dire entre guillemets, qui n'ont pas d'intérêt, même si c'est très mignon, mais je vous rappelle qu'il y en a 10 000 quand même. Donc, on peut en regarder des biens, on peut regarder que c'est chouette, mais enfin bon, là, c'est un peu longuet. Uniquement dessiné. Peintre, dessinateur, graveur, et c'est ça le public auquel il s'adresse, institution qui fait un inventaire. Voilà. Est-ce qu'on a des parallèles avec des peintures? À des peintures corps et servi? Oui, on peut trouver ça. Par exemple, un des peintres avec lequel il travaille que j'aime bien, qui est un peintre des années 20, il s'appelle Marcel Gromer. Il est client pour lui, il lui achète des photos. Alors, quelquefois, c'est assez chic. Et puis, le glissement, évidemment, vous voyez, le système de série fait que c'est pas... J'exagère un peu l'ennui, en fait. On finit toujours par trouver des trucs, mais autant celle-là, elle fonctionne bien. On a toujours cette espèce de pointe. On n'est pas très frontal. Vous voyez, il n'y a rien de parallèle au bord. Le bord de ma photo est là et le bord de la commode n'est pas parallèle. C'est une espèce de biais qui crée de l'espace, en fait. Et là, on a une profondeur, mais avec des objets sur la profondeur au centre, mais pas en plein milieu. Il y a plus de choses là que sur le côté. Il s'arrange toujours pour qu'il y ait des trucs plus d'un côté que de l'autre. Ce qui fait que c'est très bien composé. Voilà. Ça a beau être un documentaire fait pour être utilisé pour des gens, ça peut servir toujours. Et ça peut être vu esthétiquement, même si ce n'est pas son intérêt. Enfin, esthétique dans le sens où ça doit servir à quelque chose, mais ce n'est pas pensé comme une œuvre. Si on le dit de façon rigolote, on est face à une œuvre d'art pour notre regard à nous, mais pas pour le type qui le fait. Et c'est l'enjeu de ma question du jour, c'est-à-dire est-ce qu'on peut être artiste sans l'avoir choisi? Quand même redoutable cette question. Et le glissement, alors j'ai dit qu'il y avait trois amateurs en fait. La nostalgie, je l'ai raconté, et la transformation urbaine, c'est une sorte de curiosité historique. La seconde, c'est les surréalistes qui vont s'intéresser à tous ces reflets en fait, parce que avant les surréalistes, la photo allemande qui s'intéresse à une géométrie assez simple. Dans les années 20, j'en montrerai plus tard, mais la géométrie est très puissante dans la photo allemande de 1920. C'est-à-dire, tout est très... c'est très influencé, les années 20, c'est la naissance de l'abstraction, en fait. Et donc, la photographie, la nouvelle objectivité allemande va jouer avec des ciels très blancs, des lignes assez fortes, et puis des perspectives assez marquées. Là, même des éléments de pignon comme ça qui n'ont pas d'intérêt autre que rien. Voilà. Mais le fait de se mettre ici va accentuer l'espèce de géométrie. Ce qui fait qu'on a autant d'adjets que d'admirateurs. En fait, il y a tellement de choses, il n'a pas d'intention, lui, que les photos qu'on voit vont être à la fois intéressantes pour des gens qui aiment l'abstraction, que dans un instant, pour les gens qui aiment le surréalisme, vous allez comprendre pourquoi. Toute la série de Saint-Cloud est très, très géométrique. Vous voyez à quel point aussi le tirage. Là, on a un tirage très noir avec un ciel très blanc qui accentue, on dirait, l'année dernière à Marienbad de René. Alors qu'en fait, si le tirage était beaucoup plus gris, on aurait beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de nuances dans les reflets et ce serait quelque chose de moins dur, moins contrasté. On va dire, c'est graphique quand il y a des contrastes noir-blanc assez forts. Y compris à Saint-Cloud, il y a faire des séries d'arbres qui sont des documents, mais qu'on regarde, nous, avec un regard très, très abstrait, en fait. On pourrait zoomer, on aurait un rythme qui aimerait sans doute Mondrian ou Kupka, puisqu'il y a des ombres sur les troncs eux-mêmes. Voilà ce que Adjet écrit, c'est le seul petit extrait qu'on ait le 12 novembre 1920. Il écrit au directeur des Beaux-Arts, parce qu'il vend ses clichés, il essaye de trouver des clients.
Il dit j'ai recueilli pendant plus de 20 ans par mon travail et mon initiative individuelle, c'est-à-dire c'est lui qui a fait ça comme un travail, dans toutes les vieilles rues du Vieux Paris, des clichés photographiques 18-24, documents artistiques sur la belle architecture civile du 16e au 19e, vieux hôtels, maisons historiques ou curieuses, belles façades, belles portes, belles boiseries. On voit bien que c'est une sorte d'inventaire pour lui, les heurtoirs, les vieilles fontaines, les escaliers de style bois et fer forgé. C'est en plus la matière qui est importante, c'est pas du tout le sujet. Les intérieurs de toutes les églises de Paris, cette énorme collection artistique et documentaire, il y a quand même un angle artistique, est aujourd'hui terminée. Je puis dire que je possède tout le vieux Paris. C'est-à-dire qu'il a une sorte d'inventaire façon Google Street de tout. Ça ne va pas déclencher des folies, il va mourir très pauvre. Mon petit aparté en transition, c'est qu'il a été plus loin que Paris. Voilà la Bièvre au boulevard d'Italie. Vous savez que c'est une rivière qui commence dans l'Essonne et qui se retrouve à chaque élection présidentielle ou du maire de Paris, il y a toujours quelqu'un qui veut redécouvrir la Bièvre puisqu'elle coule dans certains quartiers de Paris. Ça reviendra. Nous avons le magnifique pont de Juvisy. C'est les trois... C'est pas les trois fontaines, c'est un nom comme ça, ça va me revenir. Et puis, il est venu à Vissou. Là, en fait, il suit la ligne de train, il se pose, et sa venue à Étampes, c'est cette raison-là. Il fait des photos documentaires qui pourraient intéresser des artistes ou des bibliothèques. À nouveau Vissou. Et puis, la transition qui va intéresser les surréalistes, c'est qu'il va faire beaucoup de vitrines, beaucoup de commerce, des gens devant leurs vitrines, mais aussi les vitrines telles que. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de disparaître, et il a déjà un souci de ça, ce sont des sortes de trophées, je ne sais pas comment on peut dire, de sculptures qui sont au-dessus des portes, qui vont disparaître tout doucement, mais dont la prise de vue va nous amener des éléments tout à fait surréalistes. Ce sont les reflets avec des gens dedans. Les reflets ne sont pas prévus, les gens ne font pas partie du plan de départ, mais nous, on va adorer ça parce qu'on a à l'homme armé une magnifique sculpture avec un picoleur, on vend des armes. Le monsieur un peu chic et beau gosse n'était pas prévu dedans, mais le fantôme qui est à côté de lui, encore moins, parce qu'on commence à se demander si c'est un collègue qui est juste passé le temps que ça pose ou si c'est un mec dans le reflet à côté de Hadjet. Donc déjà un hors-champ, c'est-à-dire le document fait que ça se réfère à autre chose. Est-ce que c'est Hadjet qui est derrière lui? On ne sait pas trop. Hadjet va prendre en photo beaucoup de vitrines. C'est ce qu'écrit Rosaline Creuse. Cross, ça y est, commence à yoyoter, dans ce chapitre, les espaces discursifs. On pouvait, dans ces photographies, isoler des rythmes d'accumulation qui intéressaient à la nouvelle objectivité, des collages chers aux surréalistes, et à cause des devantures des magasins. D'autres sélections prennent autre chose. En fait, elle est en train de dire que tout le monde pioche dans Hadjet ce qu'il veut y trouver. Des choses à cause des surimpressions visuelles de l'objet comme de l'avant. Alors, elle dit un truc qui est beaucoup plus intellectuel et que je vais traduire facilement. Quand il y a un reflet dans une photo, c'est le photographe qui se montre lui-même et qui, volontairement ou non, montre la photo en train d'être une photo du photographe qui se photographie. Quand on le dit intelligemment, une lecture réflexive de l'œuvre comme représentation de son propre processus de fabrication. C'est-à-dire que dans l'image, on a des objets derrière la vitrine, des objets qui reflètent le paysage autour, qui fait qu'on n'est plus seulement sur de la nostalgie de quelque chose d'avant. Desnos va écrire sur ça, qui est surréaliste, en 28. Hadjet est mort en 27. Hadjet a fixé la vie, il a tout vu avec un œil qui mérite les épithètes du sensible et du moderne, puisque je suis en train d'expliquer deuxième partie sur 3. Suivez, s'il vous plaît. En quoi c'est moderne? Son esprit était de la même race que celui de Rousseau le douanier, c'est-à-dire une espèce d'inventaire sans trop réfléchir, sans intention particulière, mais qui a la vertu par ses différences de toucher plein de gens différents, mais la vertu par son resserrement de projets de série, en fait, d'être dans le moderne. Là, on a des images qui sont complètement dingues parce que s'il fallait les dessiner, on a des reflets de reflets de reflets. Si vous voulez vous mettre à la photo et que ça a l'air moderne, c'est la base. Le reflet, c'est le hors-champ, c'est déjà autre chose que ce qu'on voit. On voit
la vitrine, on voit la rue qui est derrière, on voit le photographe qui serait dedans, plus quelquefois avec des systèmes de double reflet, quelque chose d'autre qui est à côté. Bref, on voit beaucoup plus que ce qu'on peut voir dans l'image et donc on joue avec ce qui est hors de l'image, on convoque ce qui est hors de l'image à l'intérieur de l'image et on raconte quelque chose qui est bien supérieur à ce que ferait la peinture ou le dessin. Le dessin peut le faire, mais la photographie, c'est son deal. C'est ce qui fait qu'on commence à avoir par Adjet aussi un vocabulaire propre à la photographie. Voilà, Vaillant écrit en 28, Adjet était tout à fait en dehors des mouvements contemporains. Il n'a rien à voir avec l'art contemporain, ça ne l'intéresse pas. Et il va mourir tout seul. Les mannequins de cire presque vivants dans une vitrine où se reflète toute la rue, une femme debout sur le pas d'une porte, une cour déserte où vit une statue, photographiée par Adjet, ressemble à une toile de Chirico, c'est-à-dire une sorte de surréalisme un peu curieux, un peu vide, qui fait que dans ce petit boutique de ceinture pour l'homme contre l'obésité, que je me dépêche de montrer à ma femme, non pas parce que je fais un tour de taille excessif, mais parce qu'elle est nutritionniste, nous avons du bandage hernière sans ressort, j'y tiens. Nous avons la trousse pharmaceutique garnie qui fera bien plaisir à madame. Et j'ajouterai une petite pharmacie portative. Les surréalistes vont aimer les bouts de jambes coupés en morceaux, vont aimer les mannequins sans tête et les sourires un peu glaçants quand même. Quand tu es face à un truc comme ça, en dessous de 7 ans, je pense que tu ne dors pas la nuit prochaine. Voilà. Ce n'est pas l'intention préalable de Adjet, mais c'est dans cet inventaire-là qu'on va pouvoir piocher ça. Et vous voyez à quel point l'image est très complexe. On a le bord du réel, les pantalons, les mecs avec des têtes, on ne sait même plus si c'est un vrai vendeur ou pas, parce que celui-là, il est bizarre, puisque le reflet lui-même est coupé par ce qui est dehors, et avec dehors, l'environnement autour. Qu'est-ce que Walter Benjamin, le grand théoricien, le premier grand théoricien de la photo, voilà, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pourquoi est-ce que les photos parisiennes d'Adjet ont été adorées par les surréalistes? Alors, il a une formule marrante. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il désinfecte l'atmosphère suffocante du portrait photo conventionnel de l'époque. À l'époque, on copie la peinture, on fait des trucs qu'on appelle pictorialistes, c'est-à-dire c'est des choses un peu floues, c'est un peu stylé, c'est un peu. On pourrait dire ça, ça fera de la peine à mon ami Nassid Traboulji du studio Déclic. C'est un peu la photo hardcore, c'est-à-dire c'est un peu stylisé, c'est un peu exagéré, c'est un peu calibré, on ne sait même pas quel âge elle a, on fait ça depuis 20 ans, 100 ans. Là, ce que Benjamin trouve d'intéressant, c'est qu'il n'y a plus d'atmosphère un peu floutée, un peu stylisée, c'est du brut. C'est-à-dire on a une image très simple dans laquelle il n'y a plus de fioritures, d'effets de lumière ou de soleil ou de neige ou de brouillard. On ne copie plus la peinture, la photo commence à prendre son propre vocabulaire. Le petit monsieur Benjamin, je l'ai déjà raconté 10 000 fois, il inaugure cette libération de l'objet par rapport à l'aura, c'est-à-dire l'objet qui est représenté, c'est plus parce qu'il est important qu'il est là, c'est l'image elle-même qui a de l'importance. C'est plus la reine d'Angleterre qui est importante, c'est la montre de la reine d'Angleterre sur le bureau à côté d'elle qui, parce qu'elle est bien composée, donne une image qui est intéressante. C'est pour ça que la photographie est en train de s'émanciper, dit Benjamin, en devenant un art en soi. Mais ce que Benjamin va trouver, parce que c'est le photographe qui cite le plus, on est dans les années 20 quand il écrit ça, et on est dans des images qui sont presque un peu inquiétantes. Ce n'est pas seulement l'ambiance surréaliste. Ce que Benjamin a comme formule qui est merveilleuse, c'est qu'il dit l'exceptionnel dans l'œuvre d'art à l'époque de la reproductibilité technique, c'était un livre très fameux, assez court. L'importance exceptionnelle des clichés d'Adjet, c'est qu'il fixe les rues désertes de Paris. Voilà, il tient justement à ce qu'il a situé ce processus dans un lieu unique, on va dire. Et la formule qui est merveilleuse, c'est on a à juste titre dit qu'il avait photographié ces rues comme on photographie le lieu d'un crime. C'est-à-dire désert, personne, et désert, personne parce qu'un lieu de crime, les morts sont morts et les vivants sont partis, mais parce qu'il n'y a pas de sentiment en fait. On fait quelque chose qui est le plus objectif possible. Ce qui fait que on comprend l'intérêt de l'abstraction, c'est-à-dire de la géométrie simple, et des surréalistes parce que l'ambiance est un peu curieuse. La modernité, elle vient de ça. On ne sait pas bien quel est le sujet, mais maintenant qu'on sait qu'il y a un crime, on est en train de le chercher. Même si on cherche que la photo, on se dit qu'il doit y avoir une raison d'avoir fait cette photo-là.
peut-être le cours de danse, peut-être les affiches, on ne sait pas en fait. Et on pourrait presque dire en exagérant que Adjet lui-même ne le sait pas. Il fait un inventaire et il a ce qu'on peut lui reconnaître comme mérite, c'est de décentrer, de valoriser des éléments plus que d'autres, donc de cadrer, de choisir avec des compositions. Oui, il n'est pas au bord de la vitrine, hein, et on a une amorce de ce qu'il y a derrière, quelque chose de plus complexe que juste faire des documents. Alors la question de la deuxième partie que j'ai explosée, voilà, les surréalistes ont aimé les photographies en apparence sans intention. Et on dirait qu'il n'a pas voulu faire quoi que ce soit de particulier. Qu'est-ce qui s'est passé qui est redoutable? C'est que André Breton, par exemple, pour illustrer le premier, enfin, c'est pas le premier, mais grand livre surréaliste, c'est Nadja, il va prendre des photos de Adjet, que je vais vous montrer dans 2 secondes. Voilà. Adjet fait une photo dans la rue qui est extraordinaire, en très méga, d'une éclipse. Vous voyez, les gens sont en train de se cacher les yeux avec un petit masque. On est en 1912. Les surréalistes découvrent cette image, ils la trouvent extraordinaire, parce qu'elle est un peu étonnante, en fait, qu'on voit ce qu'ils font. Et donc, ils la collent en première page de leur livre surréaliste. Qu'est-ce que fait Adjet? Il refuse de signer. Photo anonyme. Il n'est pas auteur, il n'est pas artiste. Alors, il y a une petite histoire merveilleuse avec Adjet, c'est que Man Ray est le grand photographe surréaliste, le premier, un peu l'unique si on exagère un peu, puisque Breton, pour faire court, il se dispute avec les dadaïstes et il dit vous êtes des cons et notre mouvement il est mieux et moi je vais dire comment il faut faire. Voilà. Pour faire court aussi, les anarchistes vraiment qui détruisent l'art moderne, c'est les dadaïstes. Et il arrivera la même chose à Breton après avec Bataille. Breton va trouver en Man Ray un photographe extraordinaire qui fait aussi de la peinture, qui a des tas d'idées de jeux avec l'image, on verra ça plus tard, d'inverser, de jouer avec des objets posés tels que. Et Man Ray, il a une vertu en plus d'être génial, il drague tout ce qui bouge, il en fait des collaboratrices, dont cette merveilleuse Bérénice Abbott, qui devient photographe et qui a l'idée, qui découvre les photos d'Adjet, parce qu'il était connu de personne, hein, il était connu de photographe parmi d'autres. Elle voit ça, elle dit mais c'est extraordinaire. Elle va voir monsieur Adjet, dont on a ces 2 images-là. Et l'histoire merveilleuse, c'est qu'elle en fait le portrait. Elle le ramène chez elle, elle en fait le développement, et le temps qu'elle revienne lui porter, il est mort. Quelques mois après. Donc, il ne saura jamais qu'il est un grand représentant du surréalisme, ce qui est tout à fait surréaliste, d'ailleurs. Ça reste dans les clous. Ce que dit Pierre Macorlan, voilà, Adjet mourut très âgé et peut-être intimement découragé. Et Macorlan dit dans un livre de 1930, Adjet, photographe de Paris, j'ai rencontré le père Adjet une fois par hasard. Il vendait à ce moment-là des portraits de boutiques et de filles pour servir de documents à des peintres. Il y a des filles à poil aussi, j'en ai pas montré, revenez. Cet ancien homme de théâtre était impénétrable, c'est-à-dire c'était très difficile, on n'a presque pas de témoignages sur lui. Tout d'abord parce que personne ne cherchait à le comprendre et à comprendre la profonde valeur de son œuvre. Il écrit ça, c'est pour faire pleurer quand il est mort. Adjet était un homme de la rue, un artisan poète des carrefours de Paris. J'en profite pour me faire des ennemis, parce que je dis souvent du mal de Doisneau, et là tout le monde me jette des cailloux. Doisneau, c'est très intentionnel en fait comme photo. C'est ce que j'aime moins, on va dire, dans sa photo de rue. C'est-à-dire, il cherche le truc cocasse, il cherche le petit détail marrant, le gamin avec sa baguette de pain. Là, Adjet, c'est complètement neutre, c'est détaché d'intention. Et c'est ça qui, à mon avis, donne plus de force. Il n'annonçait pas son emploi par un champ approprié, mais on apercevait sa silhouette haute, un peu voûtée, portant un appareil sur 3 pieds, pour rappeler que le matériel n'est pas adapté. Entre la marchande des 4 saisons, le rempailleur de chaises et le chevrier, sa flûte de pan. Il voit ça comme un boulot, la photo. Il voit ça comme un travail. Et pour faire court et conclure, ou pré-conclure, l'art moderne puis contemporain, c'est d'abord un travail. C'est-à-dire que l'œuvre, si vous connaissez un peu l'art contemporain, ça ne vous parlera pas. Et si vous ne connaissez pas, ça fera en une formule résumée, c'est pas cher. L'œuvre est de moins en moins importante, c'est le processus qui mène à l'œuvre qui devient important. Si on devait faire un résumé de l'art contemporain, quand Christo emballe l'Arc de Triomphe,
c'est le résultat qui est chouette, mais c'est aussi de comprendre pourquoi il a fait ça et qu'est-ce que ça fout là. Et voire même d'attendre que ça disparaisse pour se dire c'était encore mieux quand c'était emballé. Tout le processus va devenir important, le travail, la transformation devient importante. Chez Adjet, il y a ça, puisque c'est un inventaire systématique de tout. Les modèles l'accueillaient avec amitié, dit Macorlan, il travaillait, aimait les spectacles de son travail avec une tendresse qu'on pourrait comparer à celle du douanier Rousseau, encore l'image, en tenant compte qu'Adjet était un homme cultivé, c'est-à-dire parfaitement au courant des ressources, des instruments, de la technique dont il se servait. Ce n'est pas du tout un naïf qui a fait ça comme ça venait. Il a fait ça complètement sciemment en essayant d'inventorier le monde, mais pas avec une intention d'artiste. Alors la question dans les 12 minutes qui me restent, ça va, vous tenez bon? C'est à partir du moment où il n'est pas auteur, à partir du moment où il n'y a pas une œuvre avec une intention particulière, puisqu'il ne veut même pas signer les photos, la seule fois où on lui demande, comment un historien de l'art à l'autre bout va pouvoir ranger ce petit monsieur Adjet? C'est-à-dire, est-ce qu'on dit c'est un artiste, il ne savait pas, et donc nous, on va dire ce qu'il faut retrouver dedans? C'est une tendance des profs d'histoire de l'art, hein. C'est comme les psychanalystes, ils font dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit. Et c'est Rosalind Krauss qui va nous aider. Elle a écrit un livre qui s'appelle Le photographique, qui est un livre tout à fait passionnant, qui joue avec la notion de c'est pas la photo au sens général, qu'est-ce qui se passe dans une photo? C'est ça qui va s'appeler le photographique, et dont je voudrais vous poser un instant. C'est un peu plus intello, accrochez-vous et buvez un calva pour ceux qui sont derrière l'écran. Elle commence avec un truc qui est redoutablement efficace de précision, c'est la photo de gauche et de Timothy O'Sullivan en 1868, les dômes de Tufa au Nevada. Là, c'est dit un peu bêtement, 3 cailloux qui flottent, mais pas alignés. Là, de la photo documentaire, on est avant Adjet. Et puis sur la droite, une litho, c'est une photolithographie d'après la photo de Sullivan, 1875. Donc on est 7 ans après. Moi, vite fait, j'ai dit c'est la même photo, et Rosalind Krauss dit pas du tout. Voilà des gens savants de Marseille qui regardent les photos vraiment. Qu'est-ce qu'elle y voit? Elle dit sur la photo de Sullivan, pour faire court, je vous donne les réponses en 1, 2, 1. Ça, c'est le tirage litho. Ça, c'est le tirage photo. Faisons des comparaisons entre les deux. On dirait, enfin, c'est le même endroit, hein. Mais ce qu'elle dit, c'est que ce n'est pas fait pour les mêmes gens. Si je fais un peu simple, il faut lire l'article. Là, c'est artistique, c'est un peu flou, on ne voit pas l'horizon. Là, c'est géographique ou géologique, on voit les détails des cailloux et on voit l'horizon. À partir d'une même image, on peut, en tirant, et ce n'est pas le studio Déclic qui me dira le contraire, encore du placement de produit, me dire merci, on peut montrer des choses plus que d'autres. Moi, j'aime bien les deux, en fait, artistiquement, mais ce que dit Rosalind Krauss, c'est qu'elle dit, c'est pas, elle me parlait pendant que je la lisais, elle me dit, c'est pas ton goût, ce no qui est important. Ce qui est important, c'est pour qui est la photo. Celle de droite, elle est pour des géologues, elle est pour des géographes, et donc c'est un objet technique. Et il faut donc la regarder comme telle, et pas y plaquer dessus de la photo. Vous comprenez qu'elle va appliquer, c'est la fin de mon histoire intello, de la deuxième partie, en 10 minutes, elle va appliquer ça sur Adjet. À partir du moment où il fait des documents, de quelle façon on va pouvoir ranger l'intention qu'il a eue. Donc la photo de 68, en plus, elle précise que les reflets n'apparaissent pas, alors qu'ici, ils les ont fait ressortir. Ce n'est pas seulement le tirage qui a fait ça, mais comme c'est devenu une litho, on a accentué ça. Là, ce que ajoute, je ne lis pas l'entièreté, hein, O'Sullivan, il est connu, je l'ai déjà montré pour avoir fait des photos de guerre pendant la guerre américaine. Qu'est-ce qui se passe de particulier? C'est qu'en plus, ces photos, elles n'ont pas été publiées forcément, elles n'ont pas été exposées, parce que rappelez-vous que l'histoire de la photo qui est en train de devenir un art dans mon histoire là, c'est pas sur les murs que la photo elle est montrée, c'est pas dans des musées, c'est dans des magazines ou dans des journaux, parce qu'en fait, pour qu'elle soit diffusée, il faut qu'on ait des supports pour la diffuser. Il n'y a pas encore de galerie Déclic. Fine art. Voilà, sous forme de vue stéréoscopique, qu'est-ce qui se passe? Le grand public avait accès aux photos dans des magazines ou avec des objets comme ceci. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Des photos qui étaient diffusées dans la vie de tous les jours, qu'on mettait sur ses yeux pour les voir en volume. Là, c'est un document, entre guillemets, mais qui est fait parce que, vous savez, nos deux yeux ne voient pas la même chose. Si vous
fermez un œil et l'autre, il y en a un qui ne voit pas de la même façon, il y en a un qui voit plus chaud, l'autre plus froid. Ça va vous occuper, ça va vous réveiller pendant que je donne cours. Et en mettant des espèces de petites jumelles sur les yeux, on voit en relief. Voilà, ces images-là, dit Rosalind Krauss, c'est pas de l'art, premièrement, c'est pas un document de géologue, c'est pas une photo au sens d'une œuvre. Elle emploie un terme qui était employé à l'époque et qui me semble un élément très intéressant. Elle dit ce sont des vues. Pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle dit les historiens de l'art font une grosse erreur en partant de Sullivan, c'est qu'ils appellent ça des paysages. Et en fait, elle propose, c'est pour ça que c'est un télo, c'est que c'est assez précis ce qu'elle dit. C'est qu'elle dit, ça, c'est pas un paysage, c'est pas les catégories du paysage comme la peinture, avec le cadrage, avec des éléments qu'on voudrait mettre en avant ou d'autres, ce sont des vues. Et en fait, en faisant ce distinguo de nom, c'est pas du tout qu'elle veut faire la snob, c'est qu'elle dit, c'est pas la même chose. Voilà, et elle précise en bas, est-ce qu'à l'époque, en 1860 ou 70, Sullivan faisait des photos pour un discours esthétique et une exposition? La réponse est non. Ou bien est-ce que c'était pour un discours scientifique et topographique qu'il servait de façon plus ou moins efficace? À qui Sullivan s'adressait quand il faisait ça? C'est la question en fait, c'est simple en fait ce qu'elle dit, mais c'est précis. C'est qu'on ne peut pas regarder des photos avec notre œil contemporain. Et en plus, il faut qu'on regarde les photos en pensant à qui elles s'adressent et pourquoi faire. Si vous regardez bien, enfin, si vous suivez tous ces épisodes depuis, on en est au 13e déjà, ça fait quand même 130 heures à regarder. C'est ça, 13 fois 1 heure? Non, 13 heures. Voilà, tout de suite, ça augmente. 130 heures, restez. Hein. Oui, c'est déjà beaucoup. Et bien, en fait, il y a les épisodes précédents, j'ai parlé de la diffusion de la photo par les magazines, le fait que par la gravure, ça se diffuse de façon anonyme, que la photo anonyme faite par des gens de la vie de tous les jours était aussi du photographique, en appuyant sur les arguments de Rosalind Krauss, c'est-à-dire pas de l'art et pas avec un auteur. Alors, ce que trouve Rosalind Krauss, c'est qu'elle, à propos de Pyramid Lake, on a un petit mot d'O'Sullivan, il dit qu'il a réalisé des vues. Il dit c'était un bel endroit pour travailler, pour y prendre des vues, et l'activité la plus agréable que l'on puisse souhaiter. Le mot vue est omniprésent dans les revues photographiques, c'est de plus en plus sous ce vocable que les photographes présentent leurs œuvres dans les salons photographiques de 1860. Et vous voyez, tout en bas, elle écrit « Il préfère qu'on appelle ça vue que paysage ». Pour faire court, si vous allez vous endormir, le mot paysage est associé à l'histoire de l'art et au cadre de la peinture et du dessin, et elle propose qu'il y ait un vocabulaire qui soit propre à la photo. Et pour faire court aussi, si vous ne comprenez pas pourquoi, on s'en fout, c'est comme ça. Désolé, on n'a pas le temps. Qu'est-ce que ça a comme impact? Eh bien, quand on dit vue, il n'y a plus d'auteur. C'est pour ça que la conclusion va arriver vite. Si on fait un paysage, je cadre, je décide que. Si c'est une vue, il y a quelque chose d'un peu objectif comme une caméra ou comme une photocopie qui prendrait l'ensemble. Il n'y aurait plus de paternité, d'autant qu'elle rappelle que longtemps, les photos n'ont pas été signées, ce sont les éditeurs. Vous savez, il y a un copyright, c'est-à-dire un éditeur. Je suis ici au studio Déclic, je fais un dessin qui devient une digigraphie qui est très belle, hein, achetez-en, c'est pas cher. Elle est éditée par le studio Déclic et c'est lui qui l'édite, c'est lui qui la produit puisque c'est une copie de ce que j'ai fait. Voilà, par exemple, Keston et View, on a des tas de photos que vous trouvez dans vos vieux journaux, dans l'illustration. On ne va pas connaître le nom de l'auteur parce qu'en fait, ce sont des vues et elles sont en tant que telles présentées par l'éditeur. On a une vue de Samuel Born qui est dans le Cachemire. Ce que rajoute Madame Rosalind Krauss, qui est encore plus brillant, c'est que je vous ai raconté que Monet faisait des séries de peupliers en se foutant de plus en plus de ce que ça représentait, mais en montrant de plus en plus comment c'était représenté. Ça, c'est 20 ans avant les peupliers de Monet. Et donc, on pourrait dire, pour faire court, que cette photo-là est de plus en plus abstraite, de plus en plus géométrique, de plus en plus en train de rechercher la matière de l'image plutôt que le sujet lui-même. Voilà. En décidant que la place de la photo du 19e était dans les musées et qu'on pouvait leur appliquer du discours esthétique et que le modèle de l'histoire de l'art allait bien, les spécialistes contemporains, dit Rosalind Krauss, qui n'est pas commode, elle est toujours vivante, sont allés trop vite en besogne. Ils ont conclu que certaines images étaient des paysages plutôt que des vues, et donc ils ont plaqué un discours de paysage dessus. Il y aura un épisode suivant, le mois prochain, en parlant de photos d'architecture. Pourquoi est-ce que ça pose problème? Et on va conclure sur ça, parce que l'idée d'artiste, ça suppose qu'il y ait quelqu'un qui voudrait faire une œuvre au sens faire une photo une par une, et au sens de faire une œuvre en ayant une pratique très longue, en la faisant évoluer, en se formant, en ayant une vocation.
en ayant des œuvres de jeunesse, en ayant un apprentissage, en se frottant à d'autres artistes. Il n'y a pas ça chez Adjet. Il fait des vues à la con de tous les endroits qu'il veut inventorier le plus possible. Et quand je dis à la con, c'est une formule pour dire que c'est le plus banal possible. Voilà, les images stéréo, ce que rappelle Rosalind Gross, c'est que ce sont des objets de la vie de tous les jours qu'on achète, qu'on met dans des lunettes comme font les enfants. Et donc, la pratique de la photo, c'est une pratique usuelle, en fait. C'est un truc comme un jeu d'immersion qui n'est pas du tout à penser avec notre regard d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est au MoMA accroché sur les murs. Les photos des temples sont au musée des temples. Elles ont, en 2007, été exposées en tant qu'œuvres d'art et elles le sont devenues. Elles ne l'étaient pas quand on les a fabriquées. Voilà à quoi ressemble un objet qu'on va utiliser pour voir ces images. Vous vous doutez bien qu'on pourrait en faire une super nouvelle modernité de ces images-là, c'est que c'est immersif comme un Oculus et des lunettes VR. Voilà, l'histoire de la technique nourrit tout le temps la transformation. Voilà, quant à l'œuvre, conclut Rosalind Krauss, est-ce qu'il y a une unité esthétique dans tout l'ensemble? Non. Parce qu'il faudrait que tout soit cohérent, qu'il y ait cette idée de faire une différence entre celui qui a fait et puis les opérateurs, parce qu'il y a beaucoup d'artistes, par exemple Matthew Brady ou Francis Friss, qui vont avoir des... Vous savez, comme au cinéma, vous avez le réalisateur et puis il y a le type qui tient la caméra. Et donc, en France, c'est celui qui fait le film qui est l'auteur, alors qu'aux États-Unis, celui qui est l'auteur, celui qui a produit le film. Produit avec une équipe. Il n'y a pas cette idée d'auteur de la même façon. Et Rosalind Gross, pour un autre exemple dont j'ai parlé, la mission héliographique de 51, on avait proposé à Le Sec, Le Gray, Baldus, Bayard et Mestral d'aller prendre en photo toute la France. C'est un inventaire incroyable. Ils en ont fait 300 négatifs qui sont extraordinaires, qu'on trouve dans un livre aujourd'hui. Mais quand ils sont rentrés, on leur a payé leur argent et on a mis ça dans un dossier. C'est jamais sorti. C'est-à-dire que c'était des documents qu'on a demandés et qu'on a rangés comme un inventaire. On pourrait imaginer, si vous allez sur Google Street View, vous savez, vous avez votre rue chez vous, mais maintenant, vous pouvez cliquer dans le temps, vous voyez en 2012, en 2015, comment c'était, vous pouvez comparer. Voilà, elle précise, est-ce qu'on pourrait demander à un metteur en scène qui tournerait un film dont il ne ferait pas développer la pellicule et dont il ne verrait jamais les rushs, dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait dire c'est son œuvre? C'est arrivé à Eisenstein. Voilà, dernière question qui va avec. La notion d'œuvre ne peut pas s'appliquer à Jet, pas plus que la notion d'artiste. Il y a des fois des assistants qui l'utilisent. Mais, pourquoi est-ce qu'on a du mal à le faire? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas plaquer cette notion-là? Alors, l'exemple est merveilleux. Il s'appelle August Salzmann. En gros, il a fait de la photo et de la belle photo. Hein. Il est parti faire de l'archéologie au Proche-Orient. Il a fait Jérusalem, vous voyez, des photos extraordinaires, pendant 1 an. Il a fait 1 an de photos extraordinaires, il en a fait un livre, et puis il a arrêté la photo pour toujours. Est-ce que c'est un œuvre? Est-ce qu'on peut le regarder comme un œuvre? Oui, on peut tout examiner, mais la question de l'inventaire dans le temps de Adjet fait partie de son travail, et donc ça doit nuancer la notion de créativité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les images d'Adjet, c'est là où j'ai une conclusion, c'est que ça, c'est chez lui. On peut les regarder avec la nostalgie, on peut les regarder avec un regard surréaliste, on peut les regarder avec le plaisir de découvrir des lieux qu'on n'aurait pas imaginé pris en photo ou avec de la géométrie. Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'il questionne, il enrichit la notion de la photographie, c'est-à-dire 10 000 photos. Est-ce qu'un vaste corpus comme ça, vendu, vous m'avez posé la question, à la Bibliothèque de la Ville de Paris, au Musée de la Ville de Paris, à la Bibliothèque nationale, au Monument historique, est-ce qu'on peut lui prêter l'idée d'une intention artistique? Non. Comment est-ce qu'on va pouvoir le traiter? Sous forme de catalogue, en fait. C'est presque un auteur de catalogue. C'est là où sa démarche est presque une démarche d'artiste très contemporain. Vous allez sur le site du MoMA et vous avez toutes ces images. D'autant que vous regardez, j'en avais pas montré, alors Pommier, 1900, Fougère, Chou Caraïbe, Dahlia, Chou. Faudrait si on prenait des moyens contemporains, il faudrait presque un site internet qui tous les jours publierait une image de Adjet pendant à peu près 10 000 jours. Vous voyez, et on est proche d'une démarche d'artiste contemporain, c'est-à-dire de montrer chaque œuvre. Voilà, ce qu'on voit là sont des belles photos, mais qui n'ont pas un intérêt fou. Un inventaire invraisemblable. Voilà, Adjet est censé, sur 10 000 photos,
c'est une idée plus vaste que ça. C'est ni une idée d'artiste-auteur, ni une idée d'œuvre qui ferait l'ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé de simple? On a trouvé les codes qu'il y avait derrière les photos qui permettaient de comprendre comment ils rangeaient. Voilà, il y avait Paris pittoresque, environ, vieille France, paysage document. Donc vous voyez que, à part le comparer à Balzac qui a voulu faire un inventaire du monde entier en écrivant sur tous les domaines, comme Zola un peu après lui, qu'est-ce qui s'est passé quand on a trouvé l'ensemble? Ben, l'histoire de l'art, elle n'arrive pas à ranger à jet quelque part. Et la formule de Rosalind Krauss est très chouette, c'est que le statut normal d'auteur que le musée veut plaquer sur Adjet en prenant certaines photos, en les montrant, en les valorisant, ça ne s'applique pas à Adjet, c'est pas tout à fait honnête de faire comme ça. Si on a une observation précise, on ne peut pas le faire. Et sa formule est rigolote. Voilà, le musée s'est lancé dans le déchiffrement du code des numéros des négatifs d'Adjet pour essayer de comprendre quelle était l'esthétique et comment il était conscient de son esthétique. Et elle a trouvé juste un catalogue. Elle a cherché un artiste, elle a cherché un mec qui bouillonnait, elle a juste trouvé des numéros avec un mec qui faisait le truc. Voilà, il semble très clair que le travail d'Adjet est le produit d'un catalogue que le photographe n'a même pas inventé, puisqu'il répond aux classifications des bibliothèques. Donc, en un sens, le degré zéro de l'artiste, mais le degré maximal de l'artiste contemporain, c'est-à-dire un processus qui est tout aussi important que le résultat. Des gens ont écrit sur lui, voilà, il s'appelle Zarkovsky. Il y a plusieurs manières d'interpréter, j'ai dépassé à peine, cette incohérence apparente, ce qui se pose la question, en fait, qu'est-ce qui fait qu'il y a tous ces trucs dans tous les sens? On peut considérer, il y a 4 pistes, que Adjet avait l'ambition de faire de magnifiques photos pour nous enchanter, nous ravir, et que le plus souvent, il a échoué dans cette voie, parce que je l'ai amorcé, mais il y a des photos moches, en fait, des photos qui n'ont aucun intérêt, ou on ne comprend même pas pourquoi il l'a prise. On peut penser, deuxième idée, c'est la 4e, la vraie, je vous le souffle. On peut considérer qu'il débutait en photo et comme petit à petit il fait de la photo, ben, il s'améliore. Donc on aurait des photos à la con puisqu'elles ne sont pas datées en plus. C'est même pas chronologique, son rangement il pourrait avoir fait au fur et à mesure. Il a appris à maîtriser ce médium si particulier et récalcitrant avec sûreté et économie, si bien que ses travaux s'amélioraient avec le temps. Il est fort en hypothèse, Zarkovsky. 3e hypothèse, on peut faire remarquer qu'il travaillait pour lui-même, pour d'autres, et que quand c'était pour lui, ben, c'était meilleur. Peut-être qu'il faisait des trucs un peu bêtes pour les bibliothèques, pour le travail alimentaire, et puis que les œuvres plus personnelles, on n'a aucune preuve pour faire ça, il fait des hypothèses. Et la 4e qui va retenir, qui est plus complexe, Adjet avait pour but l'explication en termes visuels d'un problème d'une grande richesse et d'une grande complexité. Je traduis, faire l'inventaire de la culture de la France en 1880-1900, et que presque non consciemment, comme un Google ou comme un Wikipédia à sa façon, il s'est dit, je vais faire une sorte d'inventaire de tout ce qui est autour de moi. Il était prêt donc à accepter des résultats, de faire de son mieux, quelquefois modeste, mauvais, et que c'est ça qui est la vertu de ce qu'il a pu produire. Ben, c'est pour ça que la critique de Rosalind Krauss, elle s'applique aussi à ces catalogues-là, c'est que l'art du vieux Paris, ce sont bien en effet les catégories qu'a donné Adjet, mais quand on montre Adjet en le montrant seulement comme un nostalgique qui nous montre ce qu'était Paris, on se trompe complètement sur la démarche et sur la systématique qu'il y a dans l'ensemble. Voilà, dans tout cela, dit Rosalind Krauss, le sujet est central. C'est ce qui fait qu'il dit dans la lettre qu'il écrit au directeur des Beaux-Arts, il y a des balcons en fer forgé et puis des en bois. C'est ce qui est dessus qui l'intéresse, c'est l'inventaire complet. Ouais, il a photographié des bribes, des façades, pendant plusieurs mois ou plusieurs années, une porte, des meneaux de la fenêtre, et quelquefois au même endroit où il est revenu plus tard. Sans doute, s'il est revenu, c'est parce que ce n'était pas assez documentaire à son goût. Il semble que la réponse se trouve moins dans les conditions du succès ou de l'échec esthétique que dans les exigences du catalogue et des catégories. Il y a telle occurrence qui n'est pas remplie, et donc il faut la remplir. Voilà l'image qu'utilise Rosalind Krauss pour illustrer ça. Et voilà le malheur du prof d'histoire de l'art et qui vous fait aller voir des images. Suivez bien. Un Adjet clair, un Adjet foncé. Le clair est plus doux, le foncé plus contrasté, plus nerveux, on voit plus les plantes. Rosalind Krauss fait même, c'est ça qui est beau quand on regarde des photos, elle dit il y a des petites fleurs dans les rideaux qui se retrouvent dans les plantes vertes. Quand même, il y a des gens qui regardent les images, c'est fou. Hein, c'est beau de voir ça. J'aurais jamais vu. On a dit c'était une photo à la noix avec un tonneau et des plantes. J'y connais rien en plantes. Voilà.
Ça, c'est beau. On pourrait faire un exercice de dessin. Qu'est-ce qu'il a voulu prendre en photo là? Voilà le mystère des photos qui ressemblent à rien expliqué. Voilà, pas ni idée d'auteur, pas d'œuvre, pas de genre, de l'archive. Voilà comment cette maison de Diane de Poitiers de 1907 à Étampes est à la fois un plaisir pour les Étampois que nous sommes aujourd'hui, parce qu'on est à Étampes, hein, les gars sur Internet, venez à Étampes, c'est chouette. D'ailleurs, ça peut vous donner envie ou vous faire peur. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé du tout. Non, c'était même mieux. Non, on habite dans une œuvre d'art, c'est ça le truc. On habite peinture, sculpture, caisse d'épargne, dans un lieu où une copine d'un roi de France est venue et où M. Adjet, fin de ligne du train, est venu faire un inventaire. On voit la rayure de la plaque cassée. Il a cherché à documenter. J'ai l'impression, Diane de Poitiers, c'est la bibliothèque hein, pour les Étampois qui sont là. Ça, c'est l'entrée de la bibliothèque, mais il n'y a plus ces petites choses sur le côté. Notre-Dame-du-Port, sans tête déjà, rangé, inventorié, avec la signature et le petit mot de passe dessus. À la prochaine fois.